C'était l'un des projets d'ingénierie les plus coûteux jamais réalisés. Un pont à double étage de plus de 8 miles de long, avec 10 voies de circulation reliant 2 villes animées de la baie de Californie. Puis un séisme dévastateur. Et un projet de reconstruction de plus de 10 ans et de 6 milliards 500 millions de dollars en cours de réalisation. Comment la Californie a-t-elle remplacé sa plus longue travée de pont ? Un pont que 280 000 personnes empruntent chaque jour sans paralyser une ville entière. L'histoire du Bay Bridge a tout pour plaire. Des empereurs, des séismes, la marine américaine, des phoques, le Federal Bureau of Investigation et Arnold Schwarzenegger. Mais la manière dont le pont a été retiré et remplacé, c'est encore plus incroyable. Restez avec nous pour une histoire que vous voudrez sûrement entendre. Maintenant, quand les gens pensent au pont de San Francisco, c'est le célèbre Golden Gate Bridge qui vient généralement à l'esprit. Mais il y a un autre pont en ville, le pont de la baie de San Francisco-Oakland, mieux connu sous le nom de Bay Bridge. S'étendant sur 8 miles, ce géant à double étage relie San Francisco à Oakland, et il est une partie cruciale de l'Interstate 80. C'est l'un des ponts les plus larges du monde, avec 10 voies pour le prouver. Mais malgré tout cela, il vit toujours dans l'ombre de son frère plus célèbre. Mais nous sommes sur le point de lui donner la place qu'il mérite. Le rêve d'un pont reliant San Francisco à Oakland, Berkeley et Alameda a commencé dès 1850 lorsque l'éditeur de journaux William Walker a proposé une chaussée similaire au quai Clay Street de 1800 pieds. Avance rapide jusqu'au jour de la ruée vers l'or, et l'idée d'un pont reliant les zones a gagné du terrain en raison des inquiétudes de San Francisco concernant son avenir commercial, après que le chemin de fer transcontinental a relié Oakland au reste du pays en 1869. En 1872, l'empereur fantaisiste Joshua Norton, un résident de San Francisco qui s'était auparavant déclaré empereur des États-Unis, a décrété qu'un pont soit construit. Il a déclaré de manière célèbre : « Nous ordonnons, par la présente, l'arrestation par l'armée des 2 conseils de pairs de la ville, s'ils persistent à négliger nos décrets. » Ce qui lui manquait en pouvoir civique réel, il le compensait par sa vision. Cependant, ce n'est que dans les années 20, avec l'essor des automobiles, que le projet du Bay Bridge a finalement pris de l'élan. En 1929, la législature californienne a pris au sérieux sa réalisation et a créé l'Autorité des ponts à péage de Californie, qui a agi sur les propositions de ponts antérieures. La construction a commencé en juillet 1933, et en seulement 3 ans et 5 mois, le pont a été achevé. Il a ouvert en novembre 1936, juste 6 mois avant son voisin plus célèbre, le pont du Golden Gate. Le jour de l'ouverture, l'ancien président Herbert Hoover a fait la proclamation audacieuse « C'est le plus grand pont jamais construit dans le monde ». Le coût total du projet de 3 ans, un stupéfiant 77 millions. Attendez, 77 millions et 3 ans. Qu'est-il arrivé au chiffre de 10 ans, 6 milliards 500 millions, que nous avons mentionné au début de cette vidéo? Eh bien, il y a une explication simple. Le pont n'est pas le même que celui qui a ouvert en 1936. Et un tremblement de terre en est responsable. Le 17 octobre 1989, à exactement 5h04 de l'après-midi, le tremblement de terre de Loma Prieta a frappé avec une vengeance, secouant la région de la baie, avec une magnitude de 6,9. Il a tué 63 personnes et en a blessé plus de 3700. Plus de 80 ponts ont été touchés, dont le Bay Bridge. Une section de 76 pieds sur 50 ou de 23 mètres sur 15 du pont supérieur du côté est cassée et est tombée sur le pont inférieur. Elle a coûté une des 63 vies perdues au total lors du tremblement de terre. Imaginez simplement, un énorme morceau de 50 pieds du pont supérieur du Bay Bridge s'est effondré alors que 2 millions de livres de poussée ont fait déplacer le cadre de 7 pouces, arrachant les boulons qui reliaient le pont au support. C'était un rappel frappant de la vulnérabilité de ce géant vieillissant. Mais cela n'était pas nouveau pour les responsables du département des transports de Californie, ou Caltrans, qui avaient tiré la sonnette d'alarme pendant des années au sujet de la conception de l'œillet du pont, susceptible de se fissurer. Le tremblement de terre a transformé ces murmures en un rugissement assourdissant. Le séisme de Loma Prieta a mis en évidence une vérité essentielle. Les ponts de la région de la baie devaient être reconstruits pour résister aux tremblements de terre qui pourraient frapper à tout moment. Avec une probabilité de 70% qu'un tremblement de terre majeur se produise dans les 30 prochaines années,
Les enjeux étaient élevés. Si un séisme de magnitude 6,9 causait tant de dégâts, qu'adviendrait-il si un séisme de l'ampleur de celui de San Francisco de 1906 atteignant 7,8 sur l'échelle de Richter survenait? Étant donné que le Bay Bridge avait historiquement eu du mal à faire face aux menaces sismiques, il est devenu indéniablement une bombe à retardement. Alors Caltrans est passé à l'action. L'agence avait pour mission simple de remplacer la travée Est par un nouveau pont qui répondait aux normes modernes de sécurité et de résistance au séisme. Les responsables de Caltrans avaient besoin de quelque chose qui puisse résister à un tremblement de terre de magnitude 8,5 et ils étaient déterminés à le faire. Mais vous ne pouvez pas simplement fermer un pont qui transporte plus d'1/4 million de navetteurs chaque jour entre Auckland et San Francisco. C'est un cauchemar logistique qui attend de se produire. Alors ils ont élaboré un plan audacieux. Construire un nouveau pont et détruire l'ancien, tout en maintenant la circulation. C'était un plan qui nécessitait une planification statistique précise. Tout d'abord, l'équipe de planification du corridor a été créée, chargée de surveiller l'avancement de pas moins de 21 contrats. Un projet de cette ampleur requérait une coordination rigoureuse. Chaque contrat devait être analysé pour les risques potentiels. Si un aspect était accéléré, cela affecterait-il un autre? Quels étaient les coûts? Les effets sur les horaires? L'équipe avait du pain sur la planche. Ils ont pu garder le trafic fluide. Pour accomplir cette énorme entreprise, 2 déviations innovantes ont été introduites. La déviation de l'île de Yerba Buena et la déviation de l'Auckland Touchdown. La déviation de l'île de Yerba Buena a joué un rôle crucial. Elle a dévié le trafic de l'ancienne chaussée, permettant aux équipes de construction de démolir les anciens tronçons vieillissants et de construire de nouvelles structures de transition directement sur l'île pendant qu'elles installaient les nouveaux tronçons à suspension auto-ancrée ou suspension auto-ancrée. Grâce à cette manœuvre stratégique, Caltrans a non seulement maintenu le projet en mouvement, mais a même pris de l'avance sur le calendrier, un exploit rare dans les projets d'infrastructures massifs. C'était une leçon magistrale en logistique, mais une tâche monumentale restait encore à accomplir. Après tout, nous parlons du plus grand projet de pont de l'histoire de la Californie et de l'un des exploits d'ingénierie les plus remarquables du XXe siècle. Pour ce projet, chaque étape devait être minutieusement planifiée et exécutée pour transformer avec succès une artère de transport vitale tout en maintenant la région de la baie en mouvement. C'était un exploit qui exigeait non seulement de l'ingéniosité, mais aussi une coordination précise. À son point le plus haut, le pont se dressait à 135 pieds au-dessus de l'eau, se réduisant à 40 pieds lorsqu'il atteignait la rive. Chaque travée devait être inclinée justement lorsqu'elle approchait de la terre, tout en tenant compte des changements de marée imprévisibles et des conditions météorologiques de la baie. De plus, le temps était crucial. Chaque segment de pont devait être retiré entre novembre et avril pour éviter de perturber les oiseaux migrateurs qui reviennent nicher. Cela n'a fait qu'ajouter au sentiment d'urgence. Mais peut-être que le défi le plus redoutable résidait dans l'ingénierie de l'ancrage central qui nécessitait de s'enfoncer à 265 pieds ou 80 mètres sous l'eau pour atteindre le socle solide. Cette tâche monumentale a utilisé un caisson à dôme, multiple, une invention brillante qui a démontré l'esprit innovant qui animait ce projet. Et si vous pensiez que l'accès au site de construction nécessaire était simple, pensez-y à nouveau. Caltrans a dû lutter pendant 1 an pour obtenir l'autorisation de la marine de réaliser même des tests géologiques sur l'île de Yerba Buena, ce qui a entraîné des retards significatifs et une augmentation des coûts. Mais ces coûts n'étaient pas une nouveauté. Initialement, le plan était de rénover le tronçon est existant, dont le coût était estimé à environ 200 millions de dollars. Cependant, des évaluations techniques supplémentaires ont révélé qu'il coûterait quelques centaines de millions de plus pour construire un nouveau pont, mais cela donnerait une durée de vie beaucoup plus longue, de 75 à 100 ans, contre seulement 30 ans pour la rénovation. Mais ce n'était pas la fin de la route. L'esthétique du design initial, souvent critiquée comme une autoroute sur pilotis, a suscité une forte réaction de la part du public et des politiciens locaux. Pour répondre à ces préoccupations, une équipe de conception dédiée s'est mise en quête de choisir une travée signature qui serait à la fois fonctionnelle et visuellement emblématique. Pourtant, le processus était tout sauf fluide. Des conflits ont éclaté au sein du comité consultatif d'ingénierie et de design, surtout lorsque les membres du comité ont été confrontés au défi d'évaluer les propositions de leurs propres entreprises. Et bien sûr, les problèmes ne feraient que s'accumuler une fois que la construction du nouveau pont aurait réellement commencé.
Mais à chaque fois, l'équipe a trouvé un moyen de s'adapter et d'innover. La construction du nouveau pont suspension auto-ancré a commencé avec la section Skyway en 2002. Cette impressionnante étendue s'étendait sur un point 2 miles des structures d'atterrissage d'Auckland, jusqu'à la portée suspension auto-ancrée. Cette impressionnante étendue s'étendait sur un point 2 miles des structures d'atterrissage d'Auckland, jusqu'à la portée suspension auto-ancrée. Le battage des pieux a commencé en février 2003, et en 2007, la voie aérienne était achevée à 75%. Mais cela ne signifie pas que les premières années se sont déroulées sans problème. Rien qu'en 2005, il y a eu 2 interruptions notables du processus. La première, ça a été causé par le gouverneur de Californie de l'époque, Arnold Schwarzenegger, qui a proposé une refonte du pont suspension auto-ancré lui-même. La proposition a fait l'objet d'un examen minutieux, avec un rapport mettant en garde contre des dépassements de temps et de coûts sévères. La même année, le Federal Bureau of Investigation a commencé à enquêter sur des allégations selon lesquelles les soudeurs prenaient des raccourcis dans leur travail, ce qui menaçait l'intégrité structurelle du nouveau tronçon. Cependant, dans un revirement, le Federal Bureau of Investigation a clos l'enquête, révélant que les soudures critiques étaient en réalité 30% plus résistantes que nécessaire. L'ensemble du projet Skyway a officiellement été bouclé en 2016, mais comment ont-ils réussi à le réaliser ? Les techniques de construction étaient tout simplement géniales. L'équipe a enfoncé des pieux tubulaires de grand diamètre à des angles en raison de conditions de sol faibles, et a amené par barge des segments préfabriqués qui ont été assemblés à l'aide de levage en porte-à-faux. Maintenant, parlons de la star du spectacle, le pont suspension auto-ancré lui-même. Il se vantait d'un design unique de suspension auto-ancrée, avec une seule tour asymétrique adaptée aux défis spécifiques du site. La construction de cette travée principale a commencé en 2008 avec un câble principal conçu comme une seule boucle, lui donnant la capacité de supporter des volumes de trafic plus élevés. De plus, la conception sismique du pont était exceptionnelle, avec des caractéristiques absorbant l'énergie lui permettant de résister à des séismes sévères. Ainsi, l'objectif initial du projet a été atteint. La construction de la tour a commencé en 2010 et elle est passée par plusieurs phases. En juillet 28 de cette année-là, l'équipe a érigé le premier des 4 piliers principaux de la tour sous le pont. En mars 2011, la tour se dressait fièrement à 480 pieds, et en décembre 2011, elle était achevée. Cela signifiait aussi que la pose des câbles pouvait enfin débuter. L'équipe a utilisé des faisceaux de câbles préfabriqués d'1 mile de long pour plus d'efficacité, au lieu de la méthode traditionnelle, un câble à la fois. Au total, 137 faisceaux de câbles ont été minutieusement installés. Fin mai 2012, l'ensemble du câble était comprimé en une forme circulaire élégante et enveloppé dans une gaine de fil protectrice. C'était vraiment un spectacle à voir. La tension a été effectuée individuellement sur chaque câble de suspension pour répartir uniformément la charge, culminant le 22 novembre 2012 lorsque la section suspension auto-ancrée est devenue autoportante. Pendant ce temps, la phase de touchdown d'Auckland a commencé en 2009 et s'est terminée en 2013. Il a mis l'accent sur l'achèvement du côté du trafic vers l'est avant mai 2011. Cela impliquait de créer une route surélevée courbée liée à la route existante, achevée en 2 phases pour maintenir la circulation. À la mi-mars 2013, la partie ouest était terminée et les passerelles de construction ont été retirées, laissant place à la grande révélation. Mais qu'en est-il de l'ancienne travée est ? Elle a commencé son lent adieu en janvier 2012, les estimations de démolition suggérant qu'il faudrait une stupéfiante 5 à 7 ans pour achever et coûter. Elle a commencé son lent adieu en janvier de 2012, les estimations de démolition suggérant qu'il faudrait une stupéfiante 5 à 7 ans pour achever et coûter environ 244 millions de dollars. C'était un lourd tribut pour se débarrasser d'une chose. Plus de 8000 travailleurs ont construit le pont original, mais la démolition a été abordée par une équipe réduite d'environ 34 personnes. Ces travailleurs, faisant partie de la coentreprise CEC, Silverado, ont géré la tâche comme les professionnels aguerris qu'ils étaient. Ils étaient suspendus à 200 pieds au-dessus de la baie de San Francisco dans des nacelles élévatrices. Ils ont habilement découpé le pont avec des torches, tandis que les opérateurs de grue manœuvraient adroitement l'acier. Mais ce n'est que le 28 janvier 2014 que les choses sont devenues sérieuses. D'énormes marteaux-piqueurs rouges frappaient sans relâche, faisant trembler et vibrer l'ancienne travée. Pendant des mois, les navetteurs, les cyclistes et les coureurs ont tous observé la transformation spectaculaire se dérouler. En juin 2015, la section monumentale en porte-à-faux était officiellement terminée.
Les équipes ont méticuleusement démantelé la structure dans l'ordre inverse de son assemblage dans les années 30. La démolition impliquait des numéros de haute voltige, tout en respectant des mesures de protection environnementale strictes. Pourtant, tout s'est déroulé sans accroc. Brian Maroney, l'ingénieur en chef du pont, a noté que l'ancien acier était fatigué et fissuré, mais la démolition a été achevée à temps, en dessous du budget, et sans aucun accident. À la fin de 2015, la première phase du processus de démolition s'est terminée, marquant le retrait de toute la section en porte-à-faux et de la courbe en S. 2 équipes ont travaillé sans relâche sur le pont suspendu, tandis qu'une troisième s'attaquait à la courbe en S, un détour délicat vers le tunnel de Yerba Buena. L'élimination de la courbe en S n'était pas une mince affaire, compte tenu de sa proximité avec le nouveau pont et le trafic en direct. Mais grâce à l'utilisation de faux travaux de 42 pouces de diamètre initialement prévus pour le nouveau pont de la baie, l'équipe a navigué la démolition relativement facilement. La phase 2 visait à éliminer les sections de treillis colossales d'1,7 million de livres. Cette phase nécessitait non seulement de la force, mais aussi une planification et une coordination précises. Alors que l'ancienne travée était démantelée, les équipes chargeaient les matériaux sur des barges pour le recyclage. L'utilisation du système de levage hydraulique Enerpac a été un véritable tournant pour soulever les sections de treillis. Le système de levage multipoint comportait 4 tours de levage sous chaque coin d'une charge, offrant stabilité et rapidité. Avec une capacité de levage allant de 125 à 750 tonnes, cette technologie a réduit le temps nécessaire pour chaque enlèvement de travée. Les équipes ont pu réduire le temps d'enlèvement de travée de 6 semaines à environ 1 semaine par travée. Mais la démolition n'a pas été sans ses problèmes inhabituels. Le 11 novembre 2017, certains des derniers vestiges du vieux pont devaient être enlevés. Mais alors que les équipes travaillaient à démolir les fondations marines, elles ont rencontré un visiteur surprise. Un phoque s'était aventuré dans la zone d'exclusion, causant un bref retard. Des observateurs de mammifères marins ont été amenés sur place pour vérifier le respect des protocoles de sécurité lors de la relocalisation des phoques. Une fois la côte dégagée, la dernière implosion s'est déroulée sans accroc. Au total, plus de 58 200 tonnes d'acier et environ 245 000 tonnes de béton de l'ancienne travée orientale ont été retirées. Le 8 septembre 2018, une série d'implosions contrôlées a marqué l'acte final de la saga de démolition du vieux pont de la baie. Les derniers vestiges, le Pierre Eudix-9 et le Pierre E20, ont été retirés de la baie de San Francisco, mettant officiellement fin à une transformation remarquable qui a commencé avec la construction de la nouvelle travée entre 2002 et 2013. Au premier stade de la construction, Kenneth Terpstroom de Caltrans a dit « Quand ce projet sera ouvert au public, ils seront ébahis par ce qu'ils voient. » Et c'est précisément ce qui s'est passé. Depuis sa réalisation, le Bay Bridge a prospéré, accueillant un trafic croissant avec grâce et fiabilité. Alors que les navetteurs apprécient la conduite plus douce et les vues à couper le souffle, le pont témoigne de l'ingéniosité et de la collaboration humaine, ouvrant la voie à un avenir plus lumineux et plus sûr. Et tout cela a été fait sans même arrêter le trafic. Voilà donc, le récit de l'élimination efficace de la plus longue portée de pont aux États-Unis dans l'histoire, faisant place à quelque chose de encore plus grand. Que pensez-vous de cette entreprise remarquable ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de regarder et prenez soin de vous là-bas.